Pardon, monsieur l'agent, le stade, s'il vous plaît. Par là. Merci. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Aujourd'hui je suis là sans être là, un peu à la manière d'un Patrick Bruel pour ceux qui auraient la référence. Bonjour, je ne suis pas là et pourtant je suis là. Je suis pas là en réalité, je suis là en apparence. Un géant martial. Il devrait plutôt s'appeler Néant Total. Désolé si je parle un peu du nez mais je suis complètement malade, mais j'ai tenu à faire quand même ma vidéo de la semaine. Canary. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que ça mûrisse. Pour cette vidéo justement, nous allons continuer à explorer ensemble la filmographie des Charlots. Filmographie sur laquelle j'avais toujours fait l'impasse jusque-là. Car sur la chaîne, nous parlons le plus souvent de films qui m'ont marqué, mais parfois, je me lance aussi sur des films qui vous ont marqué, la communauté bienveillante de Nienko TV, avec des films que vous me suggérez. Et même si c'est vous qui me les suggérez, ça ne m'empêchera pas de chercher, partout où je le peux, des anecdotes de tournage ou toute information que je peux trouver sur les coulisses du film, afin de ne pas que proposer une réaction à chaud ou à froid, qui n'aurait, je pense, que très peu d'intérêt. Mais je vous donnerai quand même mon avis, comme d'habitude, plutôt en deuxième partie de vidéo. Et aujourd'hui, j'ai choisi, encore une fois par tirage au sort, de parler des Fous du Stade. Nous sommes partis. Lorsque Michel Ardan, scénariste, voit ses enfants plier de rire devant leur télévision lorsqu'ils regardent les Charlots, cet ex-groupe de rock à la fin des années 60, il décide sur un coup de tête de les appeler. Et il leur demande simplement, par téléphone, s'ils souhaitaient faire un film. Leur réponse sera « Let me think. Yes! Il faut dire que les Charlots sont fans de cinéma, tellement fans qu'ils ont une salle de projection privée dans laquelle ils diffusent tous les classiques de Buster Keaton, à Laurel et Hardy, en passant par les Marx Brothers. Et à une époque où les magnétoscopes et les VHS n'existaient pas encore. Les Charlots avaient les moyens de se procurer de véritables bobines en 35 mm, de la série des gendarmes, car ils idolâtraient aussi Louis de Funès, ou encore de l'homme de Rio, sujet d'une vidéo future au passage. Mais d'autres producteurs les avaient déjà à l'œil, au-delà de Christian Fechner, leur simple agent à l'époque, dont un certain Paul Lederman, très intéressé, mais avec qui la collaboration ne se passera pas très bien. Cela n'empêche pas à certains de leurs titres de devenir disques d'or, et les concerts se jouaient à guichet fermé. Et c'est donc tout naturellement que le grand écran allait s'imposer dès 1970, avec La Grande Java, un film réalisé par Philippe Clair, avec qui la collaboration ne se passera pas très bien. Mais ils y font la rencontre d'un certain Claude Zidi, alors directeur de la photographie sur le film. Et avec Claude Zidi, le courant passe très naturellement. On aura l'occasion d'en parler lors d'une vidéo dédiée à La Grande Java, mais si le tournage du film a pu se faire jusqu'à son terme, c'est en grande partie grâce à Claude Zidi. La Grande Java, un succès à 3 millions de spectateurs, pourtant le film avait très mal démarré en salle, car pas du tout mis en avant par les médias. Nous en parlerons un jour. Mais suite à ces bons résultats tout de même, et bien qu'il n'en avait pas du tout envie, Philippe Clair se résout à tourner à nouveau avec les Charlots pour surfer sur le succès. Et il leur soumet 2 scripts. La Grande Mafia et Comment se faire réformer. Le réalisateur les portera bel et bien à l'écran, mais sans eux. Car de son côté, Michel Ardan négocie avec Christian Fechner, l'agent des Charlots, pour produire à nouveau les 5 Charlots au cinéma. Et ils seront d'accord, mais uniquement si c'est Claude Zidi qui réalise. Très hypé par cette chance d'être propulsé réalisateur du jour au lendemain, il prétend avoir une idée sur l'histoire, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais il improvisera durant la nuit même un synopsis de 2 pages qui deviendra Les Bidas en folie. 2 pages sur un groupe de rock contraint de faire un service militaire, et les Charlots valideront ces 2 pages plutôt que les 50 proposées par Philippe Clair. Les Bidas en folie, on en parlera aussi dans une vidéo dédiée lorsqu'il sera tiré au sort. Mais il faut savoir que la projection test de ces Bidas en folie était aussi un échec, avec aucun rire en salle. Ce qui pousse d'ailleurs Louis Rego à quitter le groupe, bien qu'il soit parti pour plusieurs autres raisons sur lesquelles nous reviendrons un jour. Mais c'est avec un remontage général du film que l'exploitation en salle sera sauvée, car en raccourcissant certaines scènes, en améliorant l'efficacité, le film était mieux. Mais les scores n'étaient pas bons pour autant. Seulement 6000 billets vendus par jour. Et c'est le lendemain, sur une émission de Jacques Martin, que Claude Zidi vend le film en catastrophe et en direct, en présentant une bande-annonce personnalisée qui isolait plusieurs gags du film. Le public de l'émission riait beaucoup et c'était en direct. Et dès le lendemain, à 14h, les files d'attente se cumulaient devant les salles de cinéma.
Et de 6 000 spectateurs par jour, on est passé à 60 000 billets vendus. Ce film sera d'ailleurs le plus beau succès de l'année 71, devant La Folie des Grandeurs, et lancera à la fois la carrière de réalisateur de Claude Zidi, ce qui n'est pas rien, permettra également à Christian Fechner de fonder sa propre société de production, aidé par Claude Berry qui lui apprendra les bases du métier. La production du prochain film des Charlots peut alors commencer, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Pour ce nouveau projet, Claude Zidi descend dans le sud, dans une villa souvent occupée par les Charlots, avec un autre scénariste, Jacques Van Steen. Ne l'oubliez pas, hein, c'est un lieu de travail. Et Claude Zidi découvre, avec joie, l'écriture à plusieurs mains, ce qu'il fera d'ailleurs plusieurs fois dans sa carrière par la suite. Il souhaite utiliser les Charlots dans un film riche en gags visuels, et avec une thématique propre à chacun des films. Et l'idée qui l'intéressait le plus, à ce stade, était de confronter les Charlots aux différentes disciplines sportives et à leurs règlements. Cela permet à Claude Zidi de revenir aux fondamentaux du comique selon lui, qu'il aimait gamin. Laurel et Hardy, Buster Keaton, les Marx Brothers, et ça tombe bien, car c'était les mêmes références que les Charlots. Et le sport ayant toujours fait bon ménage avec le burlesque, tout comme ces personnages un peu hippies et complètement dépassés, en marge de la société dans laquelle d'ailleurs ils ne trouvent jamais leur place dans les films, des adolescents pour toujours finalement, mais faire un film intégralement centré sur le sport aura des conséquences pour la production, et surtout pour Christian Bourqui, élève Gaston Bourqui, le responsable des effets visuels. S'il faut voir les choses en grand, cela implique une énorme quantité d'accessoires à inventer. L'histoire des Fous du Stade sera très simple. Nos 4 personnages vivent en marge d'un petit village, au bord d'une rivière, bien qu'avec leur mobilette bruyante, ils ne sont pas les bienvenus en ville. Mais Gérard est amoureux de la vendeuse de l'épicerie, jouée par la somptueuse Martine Kelly, qui elle non plus n'est pas insensible à ses charmes. Mais elle craque également pour ce bel athlète qui a amené la flamme olympique au village pour les fictifs Jeux Olympiques de Paris de l'époque. Et quand celle-ci décide de quitter le village avec son nouvel amoureux pour aller assister à ses prouesses aux Jeux Olympiques, Gérard part reconquérir sa belle et se retrouve inscrit, ainsi que ses amis, et par un concours de circonstances, aux épreuves des Jeux Olympiques, et ils y obtiennent, toujours par des concours de circonstances et par pas mal d'imagination, des résultats inespérés qui font briller la France au niveau des médailles. Si avec ça tu l'impressionnes pas, mon vieux. Mais attends, il y a 2 épreuves encore. Ah ouais? je suis un mec du plaqué. Ouais, mais ça se revend quand même. Pour ces Fous du Stade, l'équipe technique du premier film est intégralement préservée, et de nouveaux vont même rejoindre la bande sur la durée. Paul Bonis, le directeur de la photographie sur Les Bidas en folie, rempile. Lionel Bernier, assistant réalisateur, reprend également son poste, tout comme la script du film, ou encore Jacques Seller, le sergent Bellec des Bidas. Mais il s'entoure aussi de comédiens qui seront immédiatement adoptés et reconduits dans les films suivants, tels que Paul Prébois, qui jouera l'épicier du village, que l'on retrouvera par exemple dans Les 4 Charlots Mousquetaires, ou Gérard Cross, le fils de l'épicier, qui était aussi dans Les Bidas en folie, et la magnifique Martine Kelly, qui avait fait ses débuts, je le rappelle, aux côtés de Louis de Funès, dans Les Grandes Vacances, ayant tourné avec lui à 3 reprises sur 4 ans, sera aussi présente dans Les Charlots font l'Espagne. Mais c'est insensé ça! Vous ne faites pas le chantelet aujourd'hui? Ah non! Nous on fait l'Espagne! Puis destination l'Espagne, où le soleil va chauffer et les gags vont pleuvoir. Le tournage débute le 27 mars 72 à Graveson, un petit village au sud d'Avignon, et l'équipe prend ses quartiers dans un hôtel de Saint-Rémy de Provence. La plupart accompagnés de leur famille, dans un hôtel que Paul Prébois prétendait posséder suite à une donation du général de Gaulle à son père pour fait d'armes pendant la guerre. Une auberge de départ qu'il a peu à peu transformée pour en faire un hôtel. Mais rien de tout ça n'était vrai. C'était pour le simple plaisir de déconner et de raconter des histoires. Monsieur, il y a un monsieur qui vous attend. Pourquoi vous me le dites pas? Ah ben, je vous le dis. Quand? Maintenant. Vous êtes un menteur! C'est dire que ce tournage, loin du stress de Paris, se déroulera dans une ambiance familiale et décontractée. Mis à part Paul Bonis qui avait loué sa propre villa, mais qu'à cela ne tienne, ce sera le lieu des soirées pour toute l'équipe. Surprise! Hey, 40 Putain les gars, vous êtes relous là, vous êtes sérieux ou quoi là? Des soirées alcoolisées, et parfois plus encore. Et les habitants de Graveson sont mobilisés pour la figuration, et les commerces autour de la place deviennent des réels décors pour le film. Là-haut? Là-haut. Tout en haut? Ah ouais. Quant aux épreuves sportives, elles seront tournées à Avignon,
où la municipalité a mis à disposition les équipements du parc des sports et du stade nautique de la ville, ultra moderne et tout juste sorti de terre à l'époque. Le gag le plus difficile à réaliser était celui de la voiture qui se retourne et qui retombe sur des vélos. C'était le premier gag imaginé par Claude Zidi pour ce film, gag sur lequel tout son film s'est articulé. Mais s'il y a un autre gag que je retiens, et qui a été compliqué, c'est celui avec cette statue, debout sur un camion, qui doit passer sous un pont. Tout a été réalisé dans les conditions du direct, mais le mécanisme qui faisait se pencher la statue n'a pas fonctionné de suite. Ce qui a été très compliqué, car il était hors de question de lancer la moindre prise sans que le mécanisme fonctionne, car si la statue ne se baissait pas, il n'y aurait plus de statue, et le gag aurait dû être supprimé. Une scène par ailleurs dangereuse à tourner car la statue était très lourde. Ça va pas te taper comme ça, non? C'est baissé! Qu'est-ce qu'il y a, c'est baissé? Entre chaque prise, dès que la prise convenait à Claude Zidi, les Charlots jouaient à une table dressée en permanence pour eux, avec un jeu de tarot dont ils étaient très friands. Encore une fois, une ambiance particulièrement détendue. À tel point qu'au 1er avril, alors que Claude Zidi se dirigeait vers le plateau, il constate qu'il n'y a plus personne dans le village. Ni aucun équipement. Tout avait disparu. Même le bureau de la production, pourtant sur la place de la mairie, n'était plus là. Quand tout à coup, tous les volets de la place de toutes les maisons se sont ouverts ensemble. Et tous crièrent « Regardez! C'est surprise, surprise! Eh ben ouais, c'est Marcel Béléveau. » Et après 7 semaines de tournage, aucun jour de retard n'était à déplorer. Et le clap de fin est donné le 17 mai, non sans une dernière soirée de fin de tournage, un au revoir, mais pas un adieu, car Christian Fechner commande déjà à Claude Zidi un nouveau projet, mais Claude Zidi doit finir de monter son film et prendre le temps d'écrire le suivant. C'est pour cette raison que la production des Charlots font l'Espagne est mise en chantier immédiatement pour un début de tournage dès juillet, soit à peine 2 mois après, sous l'écriture et la direction du duo Jacques Wilfried-Jean Giraud, des habitués de Louis de Funès. De son côté, Claude Zidi n'assure plus lui-même le montage, ayant souffert de l'expérience sur les Bidas sans folie, montage qu'il avait raté, et ne fait que superviser le tout. Confiant le montage à celle qui avait rattrapé le coup la dernière fois, Monique Isnardon, qui avait à son crédit le montage de grands succès tels que La Cage aux Folles, La Zizanie, Yalou la Cuisse, Hibernatus, Oscar, La Moutarde Montonnée, pour ne citer que ceux-là. Les Fous du Stade sortent en salle le vendredi 22 septembre, et la promotion ne souffrira pas des mêmes erreurs que pour le précédent, car pour en assurer la promotion, les Charlots rentrent d'Espagne en jet privé, et le succès est cette fois-ci immédiat. Le coco de vin. Ah, avec beaucoup de vin alors. Monsieur, vous pourriez pas le faire cuire un peu plus, s'il vous plaît? Mais il fonctionne bien au-delà du film précédent, en tout cas au box-office mondial, car la thématique des sports olympiques était bien plus universelle à vendre. Ainsi, avec 5,7 millions d'entrées en France, un bon score, un très bon score même, que l'on peut en plus additionner aux 4 millions des Charlots font l'Espagne, les Charlots cartonnent. Mais ils sont surtout en tête du box-office allemand. Ils cartonnent également en Belgique, en Italie, en Espagne, au Portugal, mais aussi en Chine, en Thaïlande ou en Inde, où le film passe parfois les 50 millions d'entrées, étant aujourd'hui toujours devant Titanic de James Cameron. Les Charlots étaient devenus la nouvelle machine à cash du cinéma français. À un moment pourtant où la télévision avait pris le dessus sur les fréquentations en salle, période dans laquelle en plus Louis de Funès tournait aussi beaucoup moins, à partir de 71, avec un film tous les 2 ans. Maintenant que nous avons parlé de la production des Fous du Stade, voyons voir ce que le film a dans le ventre et ce que j'en ai pensé. Après avoir commencé par ce qui était souvent considéré comme étant le meilleur, le Grand Bazar, et enchaîné avec les Bidas sans vont en guerre, je rappelle je les ai tirés au sort, c'est avec joie que j'ai lancé le visionnage de ce nouveau Claude Zidi. Pour rappel, j'ai beaucoup aimé le Grand Bazar. Plutôt bien aimé les Bidas sans vont en guerre, même si je l'aimais moins, car je reconnais qu'il y a un génie créatif, visuel, illimité avec les Charlots, et que, avec eux, tout devient possible dans leur univers. Comment? À condition de se mettre d'entrée au niveau de leur humour. Et je crois avoir mis plus de temps à rentrer dans ce film-là que pour les 2 autres. Car mis à part l'excellent gag du parapluie en début de film, et malgré le charme apporté par la somptueuse Martine Kelly, les gags restent assez lourds et pas aussi ambitieux que sur les films qui, certes, arriveront un peu plus tard. Mais finalement, après un bon quart d'heure ou 20 minutes de patience, je m'amuse enfin. Le coup de la statue à transporter qui se penche pour passer le pont, c'est typiquement de l'absurde et c'est ce que j'attends des Charlots.
avec ce panneau, interdit aux statues de plus de 3 mètres. C'était génial. Tout comme la voiture qui se renverse et qui roule sur des vélos, quand l'impossible devient possible. En tout cas, c'est de meilleur goût et c'est plus ambitieux que cet instrument avant qui dénude le personnage de Martin Kelly, ou bien les gags lourds qui entourent le fils de Paul Prébois, véritable victime en début de film. D'autres gags sont des bonnes idées. Je retiens le téléphone avec le « Allô » Oui, allô? qui est absolument génial, fallait y penser. Ou comme le concours de dégustation de spaghettis, où les pâtes sont accrochées les unes aux autres sous la table, entre les assiettes, afin que l'athlète mange les 4 assiettes à leur place. Il n'y a que chez les Charlots qu'on verra ça. Mais le gag que j'ai préféré, je crois, c'est la scène où ils doivent aller tout droit, en mobilette, et qu'ils prennent ça au pied de la lettre. Vire-le! Allez! Là! Ils suivent une ligne droite, imaginaire, quitte à enlever les obstacles sur leur route plutôt que de les contourner. Tout droit! Tout droit! Un humour digne de ce qu'on verra dans les années 80, avec y a-t-il un pilote dans l'avion, ou y a-t-il un flic? Mais avec 10 ans d'avance, et en France s'il vous plaît. Et dommage d'ailleurs que dans ce gag de la ligne droite, ils n'aillent pas tout à fait au bout, car à un moment donné, ils arrivent devant une falaise, très haute, et ils ne peuvent évidemment pas continuer. Hé! Il a dit tout droit, hein? Qui c'est qui a dit tout droit? Mais je me suis alors demandé, vu que tout est permis avec eux, quelle serait la chute de la scène? Allait-il voler comme dans E.T. et se poser en douceur, avec des effets spéciaux sans doute limités, mais peu importe? Eh ben non, ils font juste demi-tour, lâchement, en réalisant que tout droit, ça peut être aussi tout droit par l'autre côté. Moi j'ai pas entendu ça! Il hein. a jamais dit tout droit, jamais! C'est peut-être tout droit dans l'autre sens! C'est dommage, mais j'adore le gag dans sa globalité. J'adore aussi l'hommage fait au film La Coccinelle, avec la 2 chevaux vivante qui a peur du klaxon. Même le marathon truqué en fin de film me fait penser à La Coccinelle, premier du nom. Avec ses panneaux qu'on change de sens, pour perdre les concurrents. On pourrait aussi citer Satanas et Diabolo, qui dataient de la même année, en 69. Même le gag final avec le marathon, avec le personnage de Gérard qui finit complètement plâtré sur des rollers. Ouais, ça fait rien, casser sur le cochon brûlé, tête de là! Allez, roule! Mais, entre-temps, on a beaucoup de gags qui sont là pour meubler, avec une démonstration de plusieurs sports compilés les uns aux autres qui finissent par lasser. On sent vraiment qu'ils ont exploité un filon, plutôt bien, mais ça n'est pas toujours efficace. Même si on est très curieux, à chaque fois, de voir la chute, au sens propre ou au sens figuré. Et pourtant, il y en a des moyens. La scène de la piscine qui se vide de son eau pour empêcher les nageurs professionnels d'arriver en premier, c'est potentiellement très bon comme idée. Pourquoi ça ne marche pas autant que ça le pourrait? Comme le saut à la perche, avec une perche truquée, visuellement très intéressant, mais qui, selon moi, ne suscite pas le rire tel que ça le pourrait avec un tel potentiel, avec peut-être un montage ou un timing différent. Mais c'est pareil pour chacun des films des Charlots que j'ai vus jusque-là. Il y a tellement de gags, toutes les 30 secondes, qu'ils ne peuvent pas tous marcher, c'est impossible. Ou peut-être qu'ils marchent différemment, sur différents publics. On l'a vu la semaine dernière avec OSS 117. Peut-être que pour vous, qui avez eu le film, ce ne sont pas les mêmes gags que vous avez retenus, ce sont peut-être pas les gags que j'ai préférés que vous avez préférés, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou non. Et je ne ressens pas autant de dénonciations sur la société telle qu'on le ressentira dans le Grand Bazar, même si ici on y parle de corruption. Ici, si on triche, c'est pas grave du moment que ça fait des résultats et que ça rapporte des médailles. Je suis sûr que vous pouvez gagner encore quelques médailles. Mais vous êtes doué, c'est certain. On n'a jamais fait de sport. Mais globalement, je trouve que ça a moins d'impact. En tout cas, c'est à voir une fois, parce qu'il y a toujours ce côté jouissif de découvrir des gags que je qualifierais de déplafonnés. C'est défendu, ça! C'est défendu! Sans limite. Et on est curieux de voir cette absence de limite. Donc si vous n'avez pas vu Les Fous du Stade, vous passerez un bon moment. À coup sûr, même si le début est un peu maladroit, et qu'il est drôle que par intermittence. Mais quand ça prend,
ça prend bien. Tomate. Pastis. Mais ça n'est pas constant. Pour le moment, pour moi, le Grand Bazar reste le plus maîtrisé. Mais il en reste d'autres à visionner, dont nous reparlerons au printemps. Et celui que j'ai tiré au sort pour la prochaine, c'est Les Charlots contre Dracula. C'est une mauvaise blague. Ouais, et si c'était pas une blague? Demain, le comte Dracula a une sérieuse dent contre les Charlots. J'ai peur. T'inquiète pas, on est là. Vous m'en dites beaucoup de mal, les avis sont très variés, mais j'ai hâte de le voir. En tout cas, c'est le prochain que nous analyserons ensemble. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire sur Les Faux du Stade. Avez-vous vu ce film ou non? Et avez-vous envie de le regarder maintenant que vous avez vu la vidéo? Si vous l'avez vu, quelles sont les scènes que vous avez retenues? Les passages que vous préférez? N'hésitez pas à le dire en commentaire, et si vous avez rien qui vous vient à dire, n'hésitez pas à dire... Oh bon, on peut dire que j'allais vous faire tirer les oreilles, vous, hein. Et ça ira très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, sur un autre sujet. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Réglons nos montres. 16h20. Midi 5, parfait. On s'appelle toutes les 2 heures. Go maman! Est-ce que je me suis bien fait compris? Oui, chef!